Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Anaïs Perrier. Donc, je suis chargée de projet au comité départemental d'éducation pour la santé du Gard, donc au CODES 30. Et j'assure dans ce cadre, du coup, l'animation du dispositif régional d'appui en promotion de la santé. Alors, hop, pardon. Donc, le dispositif régional de prévention et de promotion de la santé porté par l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, donc l'IREPS Occitanie. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui donc, sur une des matinales de la recherche du DRAPS qui va être consacrée à la réduction du stress, donc basée sur la pleine conscience. Donc, cette matinale va vous être présentée par le docteur Thierry Cardozo, qui est médecin de santé publique à Santé publique France. Et vous aurez par la suite le témoignage du docteur Emmanuel Fier, donc directeur du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé à l'Université de Nîmes, qui met en place le programme auprès des étudiants. Après chaque intervention, je vous propose qu'on prenne un temps d'une dizaine de minutes pour échanger avec les intervenants. Donc, pour cela, je vous invite à poser vos questions uniquement par écrit au niveau du chat. Donc, pour contextualiser notre rencontre d'aujourd'hui, les matinales de la recherche sont organisées par l'IREPS Occitanie dans le cadre du DRAPS et sont financées et pilotées par l'Agence régionale de santé Occitanie. Donc, l'IREPS Occitanie, c'est une association qui intervient dans le champ de l'éducation et de la promotion de la santé. Donc, cette association a 5 missions principales, celle de contribuer aux politiques publiques de santé et à l'animation des territoires, d'apporter un appui méthodologique aux porteurs d'action, de développer la formation pour renforcer les compétences et professionnaliser les interventions, et de proposer un appui documentaire aux professionnels, de concevoir et mettre en œuvre des programmes à caractère régional et local. Donc, le dispositif de DRAPS, ce dispositif est un dispositif de transfert de connaissances qui permet de faciliter la mise en lien entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les décideurs. Donc, c'est un dispositif qui fonde sa programmation sur les besoins des acteurs. Donc, on organise dans chacun des 13 départements de la région Occitanie, des CODEP, ce sont des comités départementaux du DRAPS, qui permettent de faire remonter les besoins des acteurs. Donc, le DRAPS, il diffuse des outils, il partage des méthodes et il organise en plus des matinales de la recherche, des journées d'échange, des ateliers et des formations qui permettent de favoriser la montée en compétences des acteurs. En ce qui nous concerne aujourd'hui, les matinales de la recherche, elles consistent à valoriser des projets issus d'une recherche interventionnelle mobilisant des données probantes, d'évoquer les freins et les conditions de réussite de ces projets et d'aborder les questions de mise à l'échelle dans un autre contexte. Donc, ce matin, on va s'intéresser à la réduction du stress basé sur la pleine conscience. Donc, pourquoi s'intéresser à ce programme et plus généralement, pourquoi s'intéresser à la pleine conscience en promotion de la santé ? Donc, depuis une vingtaine d'années, le nombre de publications scientifiques qui traitent de la pleine conscience a pris un essor considérable. Donc, ces études ont montré des résultats positifs sur la santé mentale, la santé physique et les relations sociales. Donc, le programme MBSR qui va vous être présenté par la suite, il se fonde sur une approche éducative où la pleine conscience a été considérée initialement comme un complément du traitement médical pour répondre plus efficacement au stress, à la douleur et à la maladie. En dehors de ce milieu médical, ce programme a un intérêt pour toutes les personnes souhaitant apprendre la méditation, en leur donnant un degré de responsabilité dans leur bien-être et la gestion de leur santé. Donc, c'est la dernière matinale d'un cycle de conférences qui a été présenté par le docteur Thierry Cardozo et qui a débuté au mois de juin. Donc, il y a eu une première matinale sur la pleine conscience associée à l'autocompassion, une deuxième conférence sur un programme adapté à la grossesse et à l'accouchement. Donc, vous pouvez revisionner ces matinales sur le site du DRAPS, en replay et sur la chaîne YouTube de l'IREPS.
Et également, une bibliographie donc spécifique sur l'apport de la pleine conscience en promotion de la santé donc, est disponible sur le site du DRAPS, mais du coup, elle vous sera envoyée à la suite de cette matinale. Donc, je vais maintenant céder la parole au docteur Cardozo, donc, qui va vous présenter le programme MBSR et suivra le témoignage de l'expérience de terrain donc, du docteur Emmanuel Fier. Bonne conférence. Merci beaucoup Anaïs pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi peut-être de retrouver certains en ligne pour cette troisième conférence. Alors en effet, comme ça vient d'être dit, de plus en plus d'attrait sur les programmes basés sur la pleine conscience. Tout a démarré par ce travail et l'élaboration de ce programme par Jon Kabat-Zinn. Alors, qui est Jon Kabat-Zinn? C'est un chercheur en biologie moléculaire au départ, étudiant dans le laboratoire d'un prix Nobel au Massachusetts Institute of Technology, qui effectivement, comme ça vient d'être dit, avait, en discutant avec ses collègues médecins du centre hospitalier au Massachusetts, s'était posé la question de la signification pour les diagnostics difficiles, notamment les personnes avec des maladies incurables ou ne répondant plus à des traitements pour des prises en charge de maladies chroniques invalidantes. Se demandant finalement qu'est-ce que ça voulait dire ce reste à vivre. Quand on disait à quelqu'un il vous reste 6 mois, 18 mois, 1 an à vivre, et il était allé voir les médecins en leur disant mais qu'est-ce que vous leur proposez pour qu'ils puissent quand même, dans ce contexte de souffrance important, rester en contact le mieux possible avec ce qui reste de cette vie un peu malheureusement terriblement entravés par leur maladie. À cela, les médecins ont répondu qu'ils avaient très peu de solutions, en dehors évidemment de tout ce qui était l'accompagnement pour réduire au maximum la souffrance. Et donc, il a proposé au départ à l'hôpital un programme visant à, en effet, permettre de prendre conscience de la réalité de l'expérience que vivaient ces patients. Alors évidemment, il y a une racine spirituelle de méditation bouddhiste qui existe depuis plus de 2000 ans, mais il en a voulu en extraire la science de la psychologie, c'est-à-dire la relation aux émotions, aux pensées anticipatrices et aux ruminations du passé, on va y revenir, pour intégrer cela dans une approche totalement laïque et surtout en faire un programme extrêmement structuré et, comme Anaïs l'a dit, d'éducation, sous la forme un peu d'éducation à la santé, qui permet aux patients de reprendre une certaine liberté, une certaine autonomie, une certaine responsabilité dans la gestion de leur santé, en accompagnement évidemment avec leur traitement. Et on est là au cœur finalement de ce qu'on appelle en promotion de la santé, en prévention, les compétences psychosociales, c'est-à-dire à la fois cette capacité à gérer la relation avec ce qui nous arrive, la relation avec les autres, la gestion des émotions, la gestion du stress, entre autres. Ça, je vous renvoie aux définitions des compétences psychosociales établies par l'Organisation mondiale de la santé en 2003. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler de médecine, même si les Américains, dès le début, et notamment Jon Kabat-Zinn, a parlé de médecine intégrative, mais on est vraiment dans quelque chose qui, je dirais, peut faire un peu le lit ensuite de l'action bénéfique pour sa santé, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit autre. L'autre point important, c'est qu'il s'agit d'un programme. Donc, bien sûr, il y a de la méditation dans le programme, mais ce n'est pas que cela. On ne peut pas réduire non plus les programmes basés, c'est bien pour ça qu'ils s'appellent basés sur la mindfulness ou pleine conscience, qui est une traduction parfois
qui peut porter à confusion et renvoyer à des choses un peu ésotériques et mystérieuses. Ici, il ne s'agit pas du tout de cela. On est vraiment sur un entraînement à l'attention et je vais vous montrer ce que cela entraîne au plan cérébral. Le postulat qu'a posé Jon Kabat-Zinn, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit rapidement, c'est que quel que soit ce que l'on vit en termes d'adversité dans la vie, si on a une pathologie, par exemple, qui touche un organe, c'est simplement l'idée de se rappeler qu'il y a d'autres organes qui fonctionnent parfaitement bien. Ça peut paraître parfois un peu choquant quand on a une maladie extrêmement invalidante, mais ça permet surtout de s'ancrer dans ce qui fonctionne bien. Et donc, garder en tête cela. L'autre chose, c'est se rappeler que nous avons deux systèmes essentiellement neurologiques, un sympathique et un parasympathique, qui passent leur temps à être l'un ou l'autre stimulés et visant à un équilibre physiologique. C'est cette capacité à s'autoréguler que nous avons. J'ai un stress, je sécrète de l'adrénaline, je sécrète du cortisol, je suis prêt à faire face. La menace est passée, j'ai pu la gérer, je reviens ensuite à un état basal de calme et de disponibilité qui me permet de poursuivre l'événement et le moment d'après. L'autre chose qui est importante, en effet, c'est le fait que les facteurs mentaux et émotionnels ont un effet significatif sur notre santé physique et notre capacité à nous rétablir après une maladie ou un accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que par ces pratiques-là, on fait ce qu'on appelle le lien entre le corps et l'esprit. Trop longtemps, notamment en médecine, on a séparé l'esprit qui était de l'ordre de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, et le corps qui est de l'ordre de l'organique et de la médecine dite classique. Bien évidemment, il s'agit là de revenir à une approche centrée sur la personne, une approche globale. Là encore, on rejoint les fondements de la promotion de la santé. Et chose absolument singulière par rapport à cet entraînement-là, c'est que ces ressources d'autorégulation sont stimulées par l'attention, la présence à l'expérience qui est en train de se dérouler, et c'est tout ce que nous ont amené les recherches en neurosciences. Les indications de ce programme spécifique, c'est d'abord l'anxiété et le stress chronique, quelle que soit la manière dont on le vit, en fait, soi-même, on a singulièrement chacun sa manière de se relier à sa propre anxiété. Et le stress chronique, c'est le fait d'être en permanence, avoir en permanence son système nerveux sollicité par les événements. Ce qui est très important de comprendre d'ores et déjà, c'est que ce n'est pas, lorsqu'on dit vous avez un problème, c'est psychologique ou vous souffrez, vous n'avez pas de problème, en fait, c'est juste psychologique, c'est de comprendre que l'organisme, en fait, réagit aux événements extérieurs qui sont incontrôlables. On ne peut pas contrôler les événements. On a un impact de ces événements sur notre capacité au niveau du système nerveux. Et c'est là où on va travailler, c'est essayer de reprendre cette autonomie, cette maîtrise de l'impact et non évidemment des événements qu'on ne peut pas contrôler. Autre indication, du coup, qui en découle, c'est les difficultés qu'on peut avoir justement à gérer ces événements du quotidien et qui sont inévitables. Et encore une fois, si on a un diagnostic difficile, si on est un aidant familial, par exemple, avec un proche en grande difficulté, on sait d'ores et déjà que chaque jour, à chaque instant, on va être en face, si je puis dire, si vous me passez l'expression, de cette difficulté-là et qui va invariablement avoir un impact. Et donc, on peut être en grande difficulté soi-même, pour soi-même ou parce qu'on s'occupe de quelqu'un. Et donc, comme je l'ai dit, en prévention, cela entre dans le champ du développement de ressources et des compétences psychosociales. C'est important de savoir aussi qu'il y a des contre-indications. Ça, Jon Kabat-Zinn l'avait dit d'emblée, on n'apprend pas à nager lorsqu'on se noie. Souvent, lorsqu'on est dans une situation de crise, c'est là où on se sent le plus concerné. Alors, on va chercher quelque chose pour nous aider. Ce n'est pas le moment de s'entraîner à ce moment-là, car vous allez voir que c'est un engagement particulièrement intense.
Donc, ça requiert quand même une certaine disponibilité, voire une grande disponibilité pour apprendre ces pratiques-là. Donc, toutes les pathologies ou situations particulièrement déstabilisantes sont des contre-indications temporaires, ou en tout cas lorsqu'on est en phase aiguë, pour s'engager dans ce type de programme. Alors, MBSR, c'est le programme source. Je vous ai présenté effectivement dans d'autres conférences, d'autres programmes. Ils sont tous issus de ce premier programme qui a été mis au point en 1979. Donc, on a maintenant un long recul et avec des quantités phénoménales de publications, de recherches, de développement de centres de cliniques. C'est plusieurs centaines de cliniques aux États-Unis qui proposent ce programme-là. Et dans le monde, c'est vraiment un programme qui s'est étendu au regard de la preuve scientifique de l'efficacité, notamment sur l'anxiété. Donc, les objectifs, c'est déjà mieux appréhender les notions de stress. Le mot stress est tellement galvaudé qu'on va apprendre ce que sont des stresseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous stimule, que ce soit individuel ou plus social, voire sociétal, on l'a vu avec la crise du Covid, la réactivité et versus la réponse au stress, je vais y revenir. Chose importante, c'est qu'on va prendre conscience des schémas répétitifs inconscients devant l'adversité. De manière automatique, vous allez voir, on répond au stress. Et donc, on va essayer de se familiariser plutôt qu'à essayer de les éliminer, plutôt se familiariser avec la manière dont on entre en relation avec les événements, avec d'emblée cette recommandation de John Kabat-Zinn qui est le non-jugement. Il ne s'agit pas de se dire si c'est bien ou c'est mal la manière dont on entre en relation avec nos événements, mais plutôt d'essayer de se familiariser, d'être intime finalement avec la manière dont on fonctionne. Ça, c'est la première étape. Et puis évidemment, on va commencer à voir qu'est-ce qui est disponible pour nous-mêmes, accessible en termes de stratégies qui vont viser à passer d'un pilotage automatique à une réponse plus favorable, plus adéquate, plus en harmonie avec nos besoins. Et puis enfin, quelque chose qui est absolument essentiel dans les relations sociales, c'est que ça va permettre de mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre lorsque quelqu'un, par exemple, est agressif avec soi-même, sans avoir à excuser ou à juger. Ça va être la capacité à mieux comprendre d'où viennent les comportements, notamment liés à la réactivité. On va y revenir également. Le programme est lui-même donc un format standardisé, c'est ce qui a permis de l'évaluer et d'en faire un objet de recherche, c'est sa capacité de reproductibilité. Toutes les personnes qui animent ces programmes-là animent le même programme. Il n'y a pas de cible particulière en termes de public, c'est vraiment tout public. Le format, c'est 8 sessions hebdomadaires en groupe de 2h30. 45 minutes d'exercice par jour à titre individuel à domicile, 6 jours par semaine, une journée de repos. Et puis, au décours, pratiquement à la fin du programme de 8 semaines, une journée de pratique en collectif, complètement en silence, où on va revisiter l'ensemble des pratiques qui ont été apprises. Et donc, comme je disais, c'est un programme expérientiel qui, vous le voyez, est assez exigeant, qui nécessite un certain engagement et disponibilité. Donc, ça demande aussi d'emblée de se poser la question, est-ce que c'est le moment pour moi d'aller dans un tel programme? L'apprentissage va se baser sur des pratiques formelles de méditation de pleine conscience, on va y revenir aussi, des échanges entre participants sur la manière dont chacun développe ses propres stratégies. Et dans les échanges eux-mêmes constituent une pratique en fait de pleine conscience qui va permettre de développer l'écoute. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose ou témoigne de quelque chose ou partage son expérience, on est soit très intéressé, on a d'emblée envie de lui couper la parole pour dire c'est formidable, j'ai ressenti la même chose, ou être parfois surpris, peut-être même choqué, et venir un petit peu au contact de l'autre. Ici, on va apprendre petit à petit
à prendre le temps d'écouter et surtout de se connecter en permanence à la réactivité par rapport à ce que quelqu'un nous dira. Ce qui va nous entraîner à exprimer, lorsque quelqu'un parle, ensuite à exprimer d'une manière très particulière, c'est-à-dire en lien avec ses ressentis sur le moment, pour mieux comprendre l'impact des échanges dans la communication. Donc, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle la communication consciente. Et comment cela se passe? C'est qu'on va apprendre de manière systématique à être au contact de ses sensations physiques à tout moment, lorsque l'on parle, aux pensées qui viennent percuter alors qu'on ne s'y attend pas, aux émotions qui émergent. Et une autre vertu d'écouter et de s'exprimer ainsi, c'est qu'on va apprendre à dire clairement ce qui se passe en nous, toujours avec cette conscience que la bienveillance doit être au cœur du sujet, c'est-à-dire, et ça Jon Kabat-Zinn y tenait dès le départ, de rester en lien avec le serment d'Hippocrate, de ne pas nuire. Lorsque j'exprime quelque chose, j'exprime à partir de moi-même ce que je ressens et je n'accuse pas l'autre d'être responsable de l'impact, mais plutôt j'exprime simplement quel est l'impact. Ensuite, l'apprentissage est basé donc sur ces exercices qu'on va apprendre en groupe pendant les sessions et que l'on va répéter à domicile sur la base d'enregistrements que l'on va réécouter, de méditation guidée. Ça va commencer dès la première séance avec un exercice d'attention centré sur la respiration, un autre exercice de pratique formelle qui s'appelle le balayage corporel ou body scan en anglais, qui lui vise à entraîner, à porter son attention de proche en proche à partir d'une partie du corps, singulièrement ici l'orteil gauche et ensuite le pied gauche et de remonter comme ça chaque partie du corps. Il ne s'agit pas d'imaginer les parties, mais plutôt d'essayer de porter son attention sur les sensations qui sont présentes à ce moment-là dans les parties du corps. Il y a aussi tout un corpus de mouvements que l'on va apprendre qui sont des mouvements issus du yoga, mais en réalité qui sont des mouvements visant à être au contact de ses limites d'instant en instant. Si par exemple j'ai été dans ma jeunesse un très grand sportif, je peux avoir l'idée que je suis en capacité de faire des efforts particulièrement importants sans me rendre compte que l'âge venant, j'ai peut-être perdu un petit peu et j'ai une limitation dans mes capacités. Donc on va comme ça faire en permanence un aller-retour entre ce qu'on imagine être capable de faire et la réalité de ce que l'on est, de ce qui est accessible pour nous à ce moment-là. Et donc on va s'exercer à ces limites, toujours un petit peu en deçà des limites pour ne pas évidemment provoquer de problèmes. Ça, c'est quelque chose qui est très important, par exemple, chez les personnes qui sont porteurs de handicap ou de maladies invalidantes, de retrouver une certaine conscience de ce qui est possible pour eux au moment où ils font l'exercice. Et puis, il y a tout un travail autour de la marche consciente, c'est-à-dire revenir à ce côté un peu qu'on a peut-être perdu, puisque évidemment, heureusement, d'une certaine manière, on marche de manière automatique, mais on a oublié peut-être que la marche ne s'est pas faite automatiquement en réalité. L'apprentissage a été fait lorsque l'on était bébé, de chute permanente dans une certaine joie jubilatoire chez le bébé. C'est moins joyeux quand on tombe quand on est adulte. Et on va retrouver d'une certaine manière cette sensibilité par une marche extrêmement lente pour mieux comprendre ce qui se joue en termes d'équilibre psychocorporel lorsque l'on marche. Ces pratiques formelles vont être très rapidement associées à l'invitation à des pratiques informelles au quotidien, c'est-à-dire tout le long de la journée, en s'entraînant à toujours porter son attention sur ce qui est en train de se dérouler d'instant en instant, sans rien changer de particulier. C'est par exemple au moment où on prend sa douche, Jon Kabat-Zinn a cette phrase assez humoristique de dire est-ce que vous prenez votre douche seul le matin? Sous-entendu, à qui êtes-vous en train de penser? Peut-être que lorsque vous êtes en train de prendre votre douche le matin, vous êtes déjà avec vos collègues de travail en train de penser à toutes les réunions que vous allez avoir dans la journée. Et donc l'invitation, c'est prendre conscience, il ne s'agit pas, encore une fois, de vider l'esprit ou vider la tête, ce qui est souvent malheureusement
associé à l'idée que certaines personnes se font de la méditation. Bien au contraire, il s'agit juste d'être au contraire au courant de parfois la douche, la cascade de pensées qui nous envahit et qui peut être en effet, dans la mesure où les pensées sont considérées comme des événements, tout événement, comme je l'ai dit, peut être impacté ensuite par une réaction, une réactivité plus exactement de notre système nerveux, ce qui veut dire que cela peut fatiguer tout simplement l'organisme. Donc d'avoir cette conscience qu'une simple cascade de pensées en réalité peut être source de fatigue physique. Pour ceux qui vivent dans les grandes villes, les embouteillages sont un magnifique terrain de pratique informelle. Je vous y invite avec, avec grand enthousiasme. Alors, la mindfulness ou awareness, que disent les Anglais, c'est-à-dire cette capacité d'être conscient de l'ensemble de la situation alors qu'elle se déroule là à cet instant, c'est un petit peu mis en regard de l'inconscience de ce qui se déroule dans l'instant. Je crois que, pardon, ça passe tout seul, je crois que nous sommes tous familiers à cette sensation que l'on peut avoir de se dire la journée est passée, je ne m'en suis même pas rendu compte, c'est passé très vite, je n'ai pas fait de pause. Ici, la mindfulness invite à s'arrêter. S'arrêter, ça ne veut pas dire ne rien faire et s'arrêter de faire ce qu'on a à faire, mais plutôt d'avoir cette conscience qui s'arrête pour observer, ressentir, observer ce discours intérieur, par exemple, que l'on peut avoir. Si je suis en train de parler, est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que je m'exprime bien? Tout ce qui peut tout de suite venir en termes de jugement. On a un mental qui a l'habitude de juger et qui peut souvent, puisqu'on fonctionne en termes de menaces, entraîner un récit négatif, ce qu'on va se raconter. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas clair, etc., qui va entraîner ces jugements et ces réprobations. Je devrais faire mieux, la prochaine fois, il faudra vraiment que je sois attentif à ça. Donc, en permanence, la mindfulness, ça vise à avoir conscience de ces jugements et ces réprobations sans forcément essayer de les juger eux-mêmes ou de les évacuer, mais plutôt de comprendre à quel point ils envahissent. S'entraîner à ressentir dans son corps les sensations. Ici, c'est une publication, une étude qui a été faite sur 700 personnes. On leur a donné des petites figurines sur un papier et on leur a proposé, en fonction des émotions, ici la colère, la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise, l'anxiété, l'amour, la dépression, la fierté, la honte, l'envie, à chaque fois de colorier quelles étaient les zones du corps qui étaient les plus activées lorsque ils étaient en relation avec ces émotions-là. Et ça donne, avec des moyennes, ça donne de manière extrêmement significative ce type de schéma, ce qui permet d'avoir des points de référence sur, en général, la colère, eh bien, chez la plupart des gens, va s'exprimer par des sensations extrêmement vives au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, au niveau de la nuque, au niveau des mâchoires, des visages. Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est sur la base de ce type de travaux, ça s'appelle la cartographie finalement sur le corps des émotions. On peut commencer à apprendre et à se relier finalement à ce qui se passe en nous et de voir si ça correspond ou pas, chacun ayant ses propres manières de ressentir les émotions. Alors, au fil des semaines, les pratiques, comme je l'ai dit, vont permettre de petit à petit d'être familier avec la description des ressentis. Encore une fois, grâce à ce non-jugement, on va pouvoir décrire ces ressentis. Pendant une semaine, on va être attentif aux événements plaisants, on va un petit calendrier, on va se dire, bah, tiens, il y a quelqu'un qui m'a souri dans la rue, qu'est-ce que ça m'a fait, ou quelqu'un qui a été poli ou qui m'a tenu la porte. Des petits événements au quotidien, et on va se rendre compte à quel point, peut-être, il y a énormément d'événements plaisants qui, lorsqu'on n'y met pas notre attention et notre conscience, finalement, passent d'une manière sans qu'on s'en rende compte.
La semaine d'après, on va faire l'inverse, c'est le calendrier des événements déplaisants. Et parfois, on peut découvrir d'ailleurs que sur une journée, si on a 80 événements plaisants et un seul déplaisant, à la fin de la journée, souvent, les personnes qui travaillent avec ça se disent « mais c'est incroyable, en fait, j'ai l'impression que j'ai passé une journée désagréable alors qu'il y avait un seul événement déplaisant dans mon calendrier ». On va y revenir. C'est lié à notre capacité à mettre à ce qu'on appelle le biais cognitif, c'est-à-dire à être plus intéressé par la menace que par ce qui ne nous menace pas. Un sujet important, c'est que dès le début, les participants se rendent compte à quel point c'est difficile de trouver une organisation qui permet de sanctuariser un temps pour soi, les fameuses 45 minutes par jour de pratique. Je dirais que c'est presque fait exprès, c'est en soi une source de stress. Lorsque on s'intéresse à ce type de programme, c'est parce qu'on a parfois aussi des difficultés à gérer son temps. Et on se rend compte que lorsqu'on nous dit qu'il faut pratiquer 45 minutes, on ne voit pas du tout où on va les placer dans la journée. Donc, c'est un premier travail intéressant et c'est une première gestion finalement de ce stress. Comment je vais faire 6 jours par semaine pour pratiquer régulièrement et en intégrant progressivement, encore une fois, à la fois un équilibre entre pratique formelle et informelle, en se servant d'une pratique qu'on appelle l'encre de la respiration, c'est-à-dire cette capacité à tout moment, lorsqu'on est un petit peu perdu, qu'on ne sait plus très bien ce qu'on est en train de faire et de quoi il s'agit, simplement revenir à sa respiration, par exemple là, pendant que je parle ou pendant que vous écoutez, juste porter son attention quelques instants sur la respiration telle qu'elle se fait, sans chercher à la modifier, juste en étant conscient qu'elle est en train de se faire. Pourquoi la respiration? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est facile d'accès et surtout qui ne dépend pas de notre volonté. Et je dirais bien heureusement, que si, comme on est tous très, très occupés, on risquerait d'oublier de respirer et ça durerait, ceci dit, pas longtemps avant qu'on s'en rende compte. Encore une fois, donc le scan corporel, la méditation assise, les exercices de yoga vont s'implémenter au cours des 8 semaines et vont s'installer pour arriver à une certaine routine, une certaine familiarité avec ces pratiques-là. Alors, John Kabat-Zinn a proposé 9 attitudes qui vont être travaillées pendant ce programme-là, qui sont ici. Alors, l'esprit du débutant, c'est cette idée que, en fait, le moment là que nous sommes en train de partager, ce moment où je suis en train de vous parler, le moment où vous êtes en train d'écouter, c'est simplement un moment qu'on n'a jamais vécu. Il est tout simplement nouveau. Et de prendre cette conscience-là, même si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, d'écouter une conférence, même si c'est quelque chose que j'ai déjà fait, de parler dans une conférence, c'est à chaque fois complètement différent et à chaque instant, c'est nouveau. Et donc d'avoir cette conscience permanente, l'esprit du débutant, c'est ce qui va permettre en fait de développer une capacité de flexibilité cognitive. On va avoir une nouvelle disposition au niveau du cerveau et c'est ce qui permet la neuroplasticité, c'est-à-dire de revisiter et de changer un petit peu de point de vue à chaque fois que l'on vit une situation, même si c'est une situation qui se répète. Par exemple, le lundi matin, aller au travail, voilà, c'est quelque chose qui se répète, n'empêche que chaque lundi est différent. J'en parle parce que nous sommes vendredi aujourd'hui, donc je sais à quel point pour certaines personnes, c'est déjà une forme de soulagement. Le non-jugement, j'en ai parlé, tout ce dont on va prendre conscience, on va essayer de ne pas le juger. Ne pas le juger, ça veut dire, c'est ni bien ni mal, mais ça aide à faire le diagnostic, ce qui va très bien avec le troisième point, qui est l'acceptation. C'est un point important. Il est important de préciser qu'ici, le mot acceptation est très différent de ce qu'on pourrait comprendre comme de la résignation. L'acceptation ici, c'est se dire, c'est un petit peu comme quand on fait un diagnostic, un constat. La pluie est en train de tomber, c'est ça. Donc j'accepte le fait que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Donc ça permet, lorsque la situation est une situation d'adversité, de rester là et donc de ne pas, comme on va le voir tout de suite, dans la réactivité, une des manières de gérer l'adversité, c'est la fuite. Le lâcher-prise, c'est un mot très galvaudé. Le lâcher-prise, ici, correspond à laisser être.
C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, je ne cherche pas à le modifier. La confiance, c'est la confiance dans le processus, parce qu'on voit bien que ça demande un certain entraînement et qu'au début, on peut être un petit peu perdu, voire essayer de croire ou pas croire. John Kabat-Zinn, d'ailleurs, en rigolant, dit les cultures sont très différentes. La culture française est très cartésienne. On a besoin de croire et de comprendre avant de faire. Les Américains sont plus dans le jeu, c'est ce qu'il dit, hein. Et donc, lorsqu'on leur propose de faire des pratiques, ils les font et ensuite, ils voient ce que ça donne. Et il dit qu'en France, ce que John Kabat-Zinn a vécu lorsqu'il était jeune en France, il dit en France, c'est très différent. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple de ce que veut dire ici la confiance. La patience, c'est une évidence. Il s'agit d'un entraînement, il s'agit d'une familiarisation. Donc, il n'y a pas, et ça c'est un point important, il n'y a pas de, paradoxalement, même si on évalue les choses, il n'y a en réalité pas de résultat à attendre. Donc il y a cette patience cette patience dans l'entraînement et dans la familiarisation avec le processus. Le non-effort, bah, c'est pareil, on n'essaye pas de changer les choses, on n'essaye pas de faire, mais plutôt là, l'invitation à être. Donc, on change du mode, on passe du mode faire, dans lequel on est tous très, très, très embarqués, au mode être, c'est-à-dire cette capacité à être au contact de la réalité qui se déroule. La gratitude et la générosité sont des postures d'esprit qui vont aider en fait à s'engager et aussi à reconnaître la gratitude envers soi-même d'abord, qui est cette manière de se remercier soi-même, d'essayer de faire quelque chose pour soi. J'en ai parlé, la communication consciente, elle est au cœur de ce programme. C'est ce processus de communication interhumaine qui va permettre de développer un certain nombre de qualités qui sont bien connues lorsque l'on pratique la méditation de pleine conscience. C'est d'abord, puisqu'on est là et on ne s'en va pas, donc c'est une forme de disponibilité à soi et à l'autre. Je m'autorise à être à l'écoute de moi-même et je m'autorise à être à l'écoute de l'autre, à la fois au plan cognitif, mais aussi au plan sensoriel, c'est-à-dire au plan des ressentis d'instant en instant qu'entraîne cette relation qui s'installe dans un échange. La conscience de la réactivité, on me dit quelque chose, je réagis. La différence là, c'est que je prends le temps, cette fameuse pause, de prendre conscience de la réactivité plutôt que d'exprimer ma réactivité qui peut parfois être violente, encore une fois, si on me dit quelque chose qui ne me plaît pas. Le non-jugement qui va permettre d'exprimer ses ressentis et ses besoins sans se dire si c'est bon ou mauvais, et donc entraîner une réponse créative adaptée plutôt qu'une réponse réactive. Et ce qui est assez intéressant grâce à la communication consciente, c'est que ça fait vraiment le lit de la capacité à gérer les conflits, puisqu'on va vraiment accepter de ne pas être d'accord, accepter qu'il y ait des perspectives différentes, et soit d'aller vers une résolution par la coopération, soit parfois, lorsque c'est absolument pas possible, d'interrompre la relation. Et donc, c'est cette capacité en fait à créer un espace de communication, et cet espace va se fonder sur ces qualités qui sont l'empathie, je suis en capacité de me connecter à ce que vit l'autre, la bienveillance, je ne cherche pas, encore une fois, ni à nuire ni à juger, et je vais à la fois me donner le droit d'être ce que je suis et donner le droit d'être à l'autre ce qu'il est, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Les qualités qui vont se développer pour pouvoir installer cette capacité, cette qualité de communication, c'est en effet la curiosité dans le processus qui est en train de se dérouler, parce que la personne est en train de me dire, je me rends compte que je ne le supporte absolument pas, voilà ce qui est en train de se passer dans mon corps, voilà les pensées qui sont là, j'ai vraiment envie que ça arrête de me parler, etc., etc. Donc je vois parfois ce trouble, mais je ne le juge pas, et je reste dans cette réalité qui se déroule au travers des sensations corporelles, des émotions, au moment où on s'exprime. Cette idée de rester avec ce qui est,
est extrêmement importante, extrêmement difficile, évidemment, et c'est pour ça que ça nécessite un entraînement intensif. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience avec cela de l'impact qu'ont les événements ou les paroles sur nous-mêmes, et tout le monde se rend bien compte que parfois l'impact peut être extrêmement fort, positivement comme négativement. C'est aussi la capacité d'être présent à l'autre, c'est-à-dire de voir, de mieux comprendre, de mieux se relier à ce qui se passe chez l'autre, dans la mesure où je prends conscience du bouleversement qu'entraîne la réactivité en moi, parfois pour un seul mot. Je peux tout à fait imaginer ce qui peut se passer chez l'autre lorsque je dis quelque chose, même si c'était pour moi juste une information, ça peut être vécu comme une émotion très forte par l'autre. Donc là encore, une prise de conscience de l'impact sur l'autre de ce que l'on exprime. Là aussi, finalement, si on devait un petit peu définir la pleine conscience ici, c'est cette capacité de reconnaître l'expérience qui se déroule d'instant en instant. Donc, il ne s'agit pas, c'est le contraire de l'histoire qu'on se raconte sur ce qui se passe. De manière extrêmement sensorielle, on va engager les 5 sens, plus le processus mental. On pourrait presque dire 6 sens. Et ce processus mental, c'est l'histoire qu'on est en train de se raconter sur ce qu'on est en train de vivre. Et évidemment, comme on fonctionne beaucoup par j'aime, j'aime pas, c'est bon, c'est mauvais, c'est utile, c'est inutile, on va prendre conscience de ces dichotomies et on va essayer d'installer au contraire une qualité qui est je n'essaye pas de juger et je vais essayer de sortir de ce mouvement binaire. Accepter, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces différences, se résigner. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher à rejeter, supprimer ou au contraire conserver une émotion qui nous fait du bien, par exemple, mais plutôt se familiariser avec le côté changeant. Et pour se familiariser avec le côté changeant, rien de mieux que de considérer l'inconfort comme étant une partie intégrante d'une possibilité de notre expérience lorsqu'on ressent une frustration, voire plus grave, une souffrance, plutôt que le rejeter. C'est se familiariser aussi avec les automatismes, donc les schémas de comportement réactifs, et puis la communication, je viens d'en parler, la capacité avec assertivité à communiquer sur ses ressentis et ses besoins. Alors, pour mieux comprendre, en fait, et descendre un peu plus profondément dans la compréhension de ce qu'on fait dans le MBSR, c'est-à-dire, et dans tous les autres programmes d'ailleurs, c'est au cœur, c'est vraiment le stress et comment on y répond. Lazarus, en 1966, psychologue qui a proposé cette définition, le stress survient lorsque les individus perçoivent qu'ils ne peuvent pas faire face de manière adéquate aux demandes qui leur sont faites ou qui menacent leur bien-être. Viktor Frankl, qui est un psychiatre très connu, qui a utilisé finalement, si je puis dire, tiré les enseignements de son expérience dramatique de vécu dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, pour travailler sur ces notions-là ensuite, a proposé cette définition qui est vraiment intéressante dans l'idée d'acquisition de l'autonomie entre le stimulus, c'est-à-dire ce qui va provoquer le stress, et la réponse. Il y a un espace. C'est cette pause que propose la mindfulness. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Donc, c'est la créativité que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est ce qu'il dit, dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en effet agir au bénéfice de notre santé, au bénéfice du collectif, puisqu'il y a un enjeu social important. Donc, on voit qu'on est vraiment dans ce mouvement où on va prendre conscience de notre pilotage automatique, c'est-à-dire que de manière automatique, je réagis et heureusement, je n'ai pas toujours à réfléchir. Si je traverse dans la rue et qu'un camion 50 tonnes arrive, je réagis tout de suite. Il n'est pas nécessaire d'essayer de comprendre ce qui se passe et je me protège. Donc ça, c'est vraiment notre capacité de survie, notre système de menaces et qui entraîne un comportement réactif est extrêmement performant, extrêmement compétent. Il ne s'agit pas de le juger ou d'essayer de se dire c'est pas bien de réagir. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas contrôler en fait les événements qui surviennent et que parfois notre système de pilotage automatique
ne nous sert pas, si je devais le dire comme ça. Et donc, on peut avoir besoin plutôt d'engager une réponse dans cette idée de rester là, à ce moment-là, conscient de ce qui est en train de se dérouler. On va utiliser ce qu'on appelle en physiologie l'interoception et la proprioception. L'interoception, c'est les ressentis. Je sens que j'ai faim, je sens que j'ai la nausée, ça c'est l'interoception. Et la proprioception, c'est la capacité de savoir, par exemple, où est mon bras lorsque je le bouge. Donc cette capacité à ressentir son corps et ses sensations. C'est grâce à cela qu'on peut reprendre la maîtrise de la situation, décider et agir. C'est ce petit temps de pause qui nous permet de passer du pilote automatique à la réponse. Alors, il y a évidemment, c'est juste une liste évidemment non exhaustive de ce qu'on appelle les stresseurs, et non pas les stresseurs, que c'est écrit, de la vie quotidienne. Et vous voyez que ben, ça dépend de chacun. Évidemment, les grands événements comme le décès d'un proche, la perte d'un emploi, un divorce qui ne se passe pas bien, commencer un nouveau travail. Donc, ce n'est pas que des choses négatives. Tout ce qui bouleverse finalement notre vie quotidienne, évidemment, ce n'est pas un scoop, peut entraîner un impact fort sur notre réactivité. Il y a dans la vie professionnelle de nombreux stresseurs, évidemment, j'en fais la liste ici, là encore pas exhaustive, mais qui vont entraîner un mal-être, voire des burn-out, c'est-à-dire un épuisement professionnel. Et donc, il est tout à fait important de les comprendre. Et il y a tout ce qu'on appelle de manière générale le stresseur social, le Covid, et tout ce qui s'est passé en est un évidemment très important. Les impacts du stress, là, quelques exemples, ils sont souvent liés aux principales causes physiques, évidemment, associés au développement de la plupart des problèmes de santé mentale, peuvent affecter tous les organes et pendant toute la trajectoire de vie, depuis la vie fœtale jusqu'à la fin de vie. Peuvent entraîner des insomnies et sont souvent prédicteurs de comportements de santé négatifs comme l'abus de certaines substances. Ici, c'est juste pour faire très scientifique, mais c'est vraiment pour vous montrer le lien de ce qu'on appelle ce processus neuroendocrinien qui part vraiment du centre du cerveau, qui va déclencher toute une cascade hormonale, et notamment les hormones liées au stress, comme les catécholamines, l'adrénaline, le cortisol, et qui va entraîner toute une série d'effets sur tous les organes, augmentation de la fréquence cardiaque, de l'hypertension, etc., etc. Et on voit que ça va évidemment, puisque le système nerveux va sur tous les organes, potentiellement activer tous les organes. Classiquement, on parle du fight or flight or freeze, les 3 F, c'est-à-dire devant un événement stressant, je vais soit combattre, soit fuir, soit être sidéré, et ça va engager l'ensemble de l'organisme lorsque l'on réagit. Lorsqu'on tente de répondre, ici c'est un schéma extrait du livre relatif à la préparation à la naissance basé sur la pleine conscience. Vous avez à gauche le système sympathique qui est le système d'activation qui va effectivement entraîner cette cascade d'événements et de cette cascade hormonale qui va nous permettre de combattre ou fuir, hein, l'adrénaline et le cortisol. Le cortisol est un puissant antidouleur, donc ça permet vraiment de se préparer au combat et l'adrénaline à courir, par exemple. Et ça va être lié effectivement à tout un tas d'événements intérieurs désagréables et peut générer, si c'est maintenu dans le temps, toute une cascade aussi de troubles de l'organisme. Le fait de s'entraîner à porter attention à cela va engager cette autorégulation hormonale qui va permettre d'activer le système parasympathique qui va faire un effet un peu parachute et déclencher d'autres types d'hormones, comme par exemple l'hormone du lien et de la relation qui est l'ocytocine et qui va permettre de calmer, de réguler le système neurologique. Ce qu'on sait depuis maintenant
quelques années, c'est ce qu'on appelle la charge allostatique. C'est un terme très savant qui est utilisé par les épigénéticiens pour montrer en fait que les événements impactent les mécanismes aussi génétiques et les mécanismes en fait d'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc c'est important de savoir cela car ça induit aussi les capacités plus ou moins comportementales, plus ou moins maîtrisées. Tout un cortège, là encore, de pathologies ou de troubles causés par le stress, vous en connaissez d'innombrables, nous en sommes tous plus ou moins les victimes. Ça va des simples tensions musculaires aux migraines répétées à des maladies plus invalidantes comme les ulcères, voire des maladies chroniques comme les polyarthrites rhumatoïdes. Et bien sûr, tout le cortège de maladies cardiovasculaires. Les bénéfices attendus de la réduction du stress, et singulièrement par ces pratiques-là, c'est d'abord, puisqu'on s'entraîne à l'attention, une meilleure concentration, on est moins dérangé par les distractions. Les études par les psychologues ont montré que 50% de notre temps, notre mental vagabonde. Ça veut dire que pendant que je suis en train de vous parler, j'ai aussi des pensées qui n'ont rien à voir avec mon propos ici. Donc ça, c'est intéressant de le comprendre, parce que ça permet de ne pas être dérangé. Entre guillemets, je ne suis pas dérangé par mes pensées, elles sont là, je les laisse se débrouiller toutes seules. Donc c'est ça qui permet une meilleure concentration. Et donc, si je suis moins dérangé par ce qui peut provoquer de l'inconfort, peux avoir une humeur plus stable. On l'a vu, c'est au cœur, la réduction du stress est vraiment au cœur de l'amélioration de la communication. Si je suis vraiment capable de comprendre l'impact que peut avoir une communication plus ou moins bonne avec quelqu'un ou des relations plus ou moins bonnes, alors je peux essayer de faire quelque chose pour améliorer cette relation dégradée. Une meilleure santé physique du fait qu'on arrive à mieux équilibrer, encore une fois avec de l'entraînement, mieux équilibrer son système nerveux, et quelque chose qui effectivement est intéressant dans nos mondes modernes, c'est ce sentiment accru de mieux maîtriser son temps et son activité. C'est tout un cortège de références bibliographiques qui vont de 1966 à Lazarus à les effets du stress et les effets de la réactivité. Et donc, c'est ce que je viens de dire, pourquoi on s'intéresse, pourquoi la mindfulness finalement, c'est aussi parce qu'on vit dans un monde où on est très multitâche, où on a en permanence sur soi un petit appareil qui nous envoie des notifications ou qui nous donne envie d'aller voir ce qui se passe dans le monde au travers de réseaux sociaux. Cette tendance à la rumination et l'anticipation anxieuse, qui sont les deux lits à la fois soit de l'anxiété, soit de la dépression, ce vagabondage mental dont je viens de parler, qui est évidemment source de mal-être, de difficultés scolaires au travail, etc., ou dans sa vie personnelle. Chose intéressante, c'est que le multitâche, c'est aussi source d'erreurs importantes, et évidemment de stress et d'épuisement. Alors, voilà un schéma, de manière très schématique, comment ça se passe. Lorsque je prends conscience de mon vagabondage mental, je suis déjà dans ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire que je ne rejette pas le fait que je suis distrait, mais j'en prends conscience. Et donc là, j'active en fait un réseau de neurones particuliers qu'on appelle le réseau par défaut. Et puis, on va avoir de proche en proche un déplacement de l'attention. Les zones en rouge sont les zones du cerveau qui sont reconnues comme plus actives lorsqu'on demande aux gens dans ces expériences-là de porter l'attention et puis ensuite de la focaliser. Donc, on voit qu'on va changer. Donc, c'est les premières découvertes qui ont permis de voir qu'on avait différents types de réseaux neuronaux en action. Beaucoup de chercheurs sont intéressés à essayer de comprendre les mécanismes, cette conscience interoceptive dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai conscience de ce qui est en train de se dérouler à l'intérieur de moi-même, permet évidemment d'améliorer les comportements de santé, gestion du stress.
L'autorégulation intentionnelle, vous l'avez vu, engage différentes zones du cerveau et donc va entraîner ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, c'est-à-dire des liens entre des zones du cerveau qui n'avaient pas forcément l'habitude de se lier entre elles. Une autorégulation émotionnelle par tout ce processus qui va permettre en fait de prendre conscience de ces impulsions et de diminuer l'emprisonnement, si je puis dire, de ces impulsions, qu'entraînent ces impulsions, dans ce qui permet la communication consciente et gérer les conflits, c'est aussi cette capacité de changer de perspective, plus de créativité, plus de capacité à résoudre des problèmes. Là, on est clairement dans les compétences psychosociales, en développant l'empathie, la compassion et l'autocompassion. Je vous renvoie à la première conférence pour ne pas trop perdre de temps, ce que j'avais ici appelé, pas moi, mais Christine Neff qui a travaillé là-dessus et qui a défini comme antidote à la réactivité au stress pour répondre plutôt que réagir. C'est à la fois cette capacité à changer de perspective envers soi-même, on est vraiment les meilleurs ennemis de nous-mêmes, c'est-à-dire cette capacité à se critiquer en permanence, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cela et ouvrir son esprit à la curiosité au processus habituel de déni ou de distraction. Dès lors que vous allez commencer à scroller votre écran, vous pouvez simplement vous rappeler que vous êtes peut-être simplement en train de vous ennuyer. Et donc, je le répète encore, ce qu'on appelle le cercle vertueux ici, c'est que porter son attention à l'expérience qui se déroule sans la juger, qu'elle soit agréable ou désagréable, entraîne de fait une désamorce du pilote automatique et donc une amorce de l'autorégulation du système nerveux et des fonctions physiologiques. Là, c'est juste pour vous illustrer un petit peu qu'il y a une explosion, comme ça a été dit en préambule de cette conférence, de l'intérêt de la recherche internationale avec vraiment d'éminents chercheurs et départements et universités dans le monde. Des départements entiers ont été créés avec, vous voyez, par exemple, en 2020, plus de 1000 publications dans des journaux internationaux. Ici, Richard Davidson, qui est peut-être le neuroscientifique le plus en pointe, qui travaille notamment sur la méditation, mais pas que, ou ici, le professeur Mark Williams à Oxford, qui a créé le centre à Oxford de Mindfulness et qui a surtout développé un autre programme qui s'appelle MBCT, qui a intégré des éléments de thérapie cognitive. En France, Antoine Lutz, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est associé aussi à Richard Davidson, actuellement un gros projet européen sur les effets sur le cerveau. Il a fait partie de ceux qui ont pu démontrer ici à gauche, entre des méditants expérimentés et des méditants novices, les différences d'activation du cerveau par l'entraînement. Ces premières recherches qui ont vraiment surpris les chercheurs, comme Antoine Lutz et Richard Davidson, c'était de voir à quel point, lorsqu'on demandait spécifiquement à ces grands méditants, donc qui méditent plusieurs heures par jour depuis des années, notamment sur la compassion, c'est-à-dire la compassion au sens, le désir de générer une résolution de la souffrance chez soi et chez l'autre, montrer des activations de certaines fréquences, celles gamma, qui n'avaient jamais été observées avec les IRM et les scanners, et en termes d'activité cérébrale, et qui sont le témoin d'une exceptionnelle créativité, et qui, dans cette étude, montraient surtout l'effet central de l'entraînement, puisqu'ils avaient pu voir un gradient entre méditant novice, méditant intermédiaire et méditant expérimenté. Donc voilà, ça c'est simplement l'illustration de ces études-là qui ont mis en évidence pour la première fois qu'il y avait différents systèmes neuronaux en fonction de leur activation, soit en vagabondage mental, soit en attention focalisée.
c'est juste pour redire quelles sont les principales efficacités qui ont été démontrées. Donc l'anxiété, la dépression plus exactement, c'est la prévention des rechutes dépressives chez des personnes ayant déjà eu une ou deux, voire trois dépressions. La capacité à mieux gérer les douleurs chroniques. Donc, il ne s'agit pas de les enlever, évidemment, malheureusement, mais simplement entre guillemets, parce que ça permet de mieux gagner en capacité à gérer les douleurs chroniques. Beaucoup de travaux sur les addictions, notamment par Judson Bauer, qui est le personnage sympathique en bas, qui est aujourd'hui le directeur scientifique du centre de mindfulness le plus grand au monde à l'université de Brown, issu du centre qu'avait créé John Kabat-Zinn, qui travaille beaucoup sur les addictions, y compris sur la Facebook Addiction Disease, c'est-à-dire la maladie d'addiction Facebook qui fait, je vous invite à regarder, il y a un certain nombre de conférences sur YouTube où il montre la boucle de récompense, ce qu'on appelle en neurosciences du cerveau. Et puis Richard Davidson et d'autres, comme Pace, ont montré des effets sur le système immunitaire. Il y a plein d'autres pistes, comme par exemple le vieillissement. Il y a actuellement Gaël Chetla en France, à Caen, qui travaille sur les effets potentiels de la méditation avec d'autres choses, comme l'apprentissage de la musique ou les langues étrangères, pour le maintien des capacités cognitives dans le vieillissement. Paul Grossman, qui a créé le Centre européen de mindfulness en Allemagne, a été le premier à faire cette méta-analyse en 2004 qui a mis en évidence les effets sur la santé, avec un regard critique aussi sur les recherches. Donc, bien évidemment, comme dans toute recherche scientifique, il est important de garder son regard critique. Je dis regard critique car si vous lisez les publications, elles sont de différentes qualités, donc c'est toujours important de faire attention aux effets qui sont parfois mis en avant. En tout cas, il y a une cohérence sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont, alors ici c'est pour montrer, juste pour illustrer la vivacité et la dynamisme depuis maintenant quasiment presque 40 ans de travaux sur le sujet. Et la toute dernière méta-analyse faite par Eric Lutz, qui est le responsable du centre à Brown, que je vous invite, ça se lit très vite, mais qui reconfirme en fait les effets du MBSR par des revues systématiques et des méta-analyses. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça n'a pas été trop fastidieux, mais c'était vraiment dans l'idée de vous donner un panorama de ce qui est aujourd'hui le programme MBSR. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et détaillée du programme. Je vous propose maintenant qu'on ouvre une séquence de réponses aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au niveau du chat. On va consacrer 5 minutes à la réponse aux questions. Donc, Dr Cardozo, il y avait une première question de Madame Marielle Robe, qui est puéricultrice référente handicap pour le conseil départemental du Gard. Donc, Madame Robe précisait qu'elle a bien entendu que ce type de méditation pouvait s'appliquer auprès des parents aidants et elle vous demandait si par contre on pouvait l'appliquer auprès des enfants. Alors, il y a en effet, merci beaucoup pour la question, parce que alors, il y a effectivement un engouement sur la pleine conscience et on voit que c'est tout à fait justifié. Il y a des programmes spécifiques pour les enfants. Eline Snell, qui est hollandaise, a mis au point un programme. Alors, il y a un livre qui a été traduit en français. Je m'excuse, je ne me souviens plus exactement du titre, mais c'est La Grenouille. Qui permet de commencer avec des enfants très jeunes, dès l'âge de 5 ans, évidemment sous forme très ludique, dans cette idée de s'entraîner à travailler avec les ressentis corporels, les émotions,
Et il y a aussi, je peux le mettre dans le chat peut-être, je vous invite pour ceux qui sont intéressés, il y a je le mets tout de suite, un site internet qui s'appelle Mindful Schools, ça doit être .com, où vous pouvez trouver un peu l'état de la science sur tout ce qui se fait chez les enfants. Et je vous mets Eline Snell, vous pouvez aller voir, elle a créé des programmes spécifiques pour les enfants. Merci. Ils sont toujours issus d'MBSR. Hein. Toujours, vous avez compris que c'était un peu le programme source. Merci beaucoup. Du coup, on avait une autre question donc, de notre collègue référente territoriale donc, des Hautes-Pyrénées, Johanna. Donc, elle vous demandait si ce programme peut-il être recommandé par un médecin à une personne accompagnée en cancérologie, donc comme un soin de support, entre guillemets. Oui, il y a effectivement, merci, hein, c'est une question importante. Alors, je suis désolé, je n'ai pas là en tête tous les noms, mais il y a effectivement des choses qui se font pour l'accompagnement des personnes en cancérologie. Oui, tout à fait. C'est tout à fait adapté, encore une fois, aux maladies chroniques. C'était la première indication. Très bien. Merci. Une autre question du coup qui vient d'être posée dans le chat. Donc, est-ce que ce programme pourrait avoir des effets donc, sur les douleurs fantômes, donc suite à des amputations de membres? Alors, écoutez, il y a en effet tout un pan d'indications autour de la gestion des douleurs. Je crois qu'il faut se rapprocher des personnes spécialistes sur la douleur et voir ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout un remède miracle. Ça, j'insiste là-dessus. Hein. On est bien sur quelque chose qui peut aider à gérer finalement l'inconfort, la souffrance, mais c'est toujours accompagné d'une prise en charge spécifique. Merci. Du coup, donc il y a Madame Durand qui demande s'il existe des programmes spécifiques pour manger en pleine conscience, notamment pour accompagner du coup les troubles du comportement alimentaire ou également du coup dans le cadre du bien vieillir. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle les programmes, je vous le mets dans le chat, c'est Mindful Eating. Voilà, donc vous pouvez trouver c'est un MB Eat, je crois, quelque chose comme ça. Il y a des alors il me semble que c'est en Hollande aussi qu'il y a que les spécialistes qui ont adapté un programme, et il doit y avoir aujourd'hui en France des gens qui s'intéressent à ça et qui proposent peut-être même des programmes de ce type. En tout cas, ça existe et ça fait l'objet de recherche. Je vois qu'il y a je peux me permettre, je vois dans le chat une question très importante sur le trauma. Je me permets de… Oui. Vraiment, merci de l'avoir posée, parce que c'est très important. Ce type de programme, en fait, peut faire émerger des traumas qui n'ont pas été forcément amenés à la conscience. Donc, il faut faire très attention. Deux choses. D'abord, ces questions-là doivent être prises en charge par des spécialistes du trauma. Donc, pour les personnes qui savent avoir eu et qui sont conscientes de ces traumas-là, c'est d'abord une prise en charge du trauma. Il y a en effet, alors aux États-Unis, il y a des enseignants formés à la mindfulness, mais qui se forment à la prise en charge du trauma. Et donc, il faut absolument faire attention à ce que ce soit une prise en charge adéquate, en complément. Donc, très important. Merci d'avoir posé la question. Merci, Dr Cardozo. Au vu du timing, je vous remercie encore une fois de votre participation à ce cycle de conférences.
Et je vous propose qu'on cède la parole du coup au docteur Emmanuel Fier donc pour son témoignage auprès des étudiants de l'Université de Nîmes. Si vous avez d'autres questions, on les fera parvenir au docteur Cardozo et on essaiera du coup d'y répondre après cette matinale. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonjour à tous. Comme Anaïs vous le disait en présentation, donc je suis médecin et je suis le directeur du service de santé universitaire à l'Université de Nîmes. Et donc à ce titre, je vais essayer d'être assez rapide dans un témoignage que je voudrais apporter sur la connaissance de la pleine conscience que nous essayons de diffuser auprès des étudiants depuis 5 ans maintenant sur le campus. Voilà, donc je vous ferai un petit historique de cette histoire, mais en même temps vous parler un petit peu du service. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça? Ensuite, comment est-ce qu'on l'a mis en place? Voilà, parce que c'est pas forcément facile compte tenu du public auquel on s'adresse. Qui est un public assez différent peut-être de ce que nous a décrit le docteur Cardozo, mais bien sûr on retrouve toutes les problématiques qui nous intéressent. Et puis je vous dirais un petit peu dresser un petit bilan, puisque après 5 ans je pense qu'on peut dresser un bilan et vous dire un petit peu dans quelle direction on s'oriente pour la suite. Voilà, donc je vais aller très vite sur l'historique. Donc le service de santé universitaire, il a été créé il y a 6 ans. Donc voilà, avec mon arrivée à l'université de Nîmes, qui est une petite université qui a à peu près un peu moins de 6000 étudiants, toutes filières confondues, et qui a l'avantage justement d'être assez familiale et qui permet de l'expérimentation de pas mal de choses. D'autant qu'on a une présidence qui nous soutient beaucoup sur la santé et le bien-être. Le service de santé universitaire est dédié à la santé des étudiants, donc est destiné à les accompagner dans toutes leurs problématiques de santé tout au long de leurs études. Et on est focalisé sur la prévention. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce service. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tous les problèmes de santé que peuvent connaître les étudiants au cours de leurs études n'interfèrent ou interfèrent le moins possible avec leur réussite universitaire. Alors, dans ce cadre, on a pas mal d'actions. Il y a je pense que je ne sais pas si vous êtes familier avec les services universitaires de santé, mais nous pratiquons des visites médicales de prévention pour tous les étudiants en première année de licence. Donc, ça nous permet d'avoir un panorama très, très important sur la santé de ces jeunes qui ont en général entre 17 et 22 ans, 23 ans, en tout cas en licence. Et par ailleurs, nous mettons en place des actions de prévention et de promotion de la santé, dites très variées et bien sûr focalisées sur les priorités santé des étudiants. Et donc, c'est là où je viens à ces priorités. Une de ces priorités, c'est bien sûr la santé psychologique. Ça, je m'en suis aperçu très vite en arrivant, en prenant mes fonctions, donc il y a 6 ans. C'est quelque chose qui sautait aux yeux. Et donc, même si on en parle énormément maintenant suite à la crise du Covid, c'est vraiment un problème, en tout cas une problématique qui existait, qui préexistait à la crise et qui perdurera après la crise. C'est les problèmes de santé psychologique des étudiants. Et on retrouve beaucoup de ce que nous disait Thierry Cardozo tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est lié au stress, bien sûr, stress, gestion des émotions, ce côté multitâche qui prend beaucoup l'esprit, qui attrape beaucoup l'esprit des étudiants. Et surtout, quelque chose qu'on retrouve énormément, et que je retrouve énormément en consultation, ce sont les anticipations anxieuses. Toutes ces anticipations, est-ce que je vais réussir, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, etc. À un moment où ils passent d'une vie scolaire assez finalement enfantine ou adolescente à un début de vie adulte et où il va falloir obtenir un diplôme, etc. Donc ça, rien que la pression des études est très importante
Et je ne parle pas de dépression voilà, familiale, financière, sociale, etc., que ces étudiants connaissent aussi, particulièrement à Nîmes, où nous avons un public étudiant où il y a une proportion de précaires assez importante, hein, puisque plus de 50% des étudiants sont boursiers, ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale. Voilà, donc fort de ces constats, on a mis en place un dispositif de prévention et de gestion des problèmes de santé psychologique avec, bien, nous avons trois psychologues qui travaillent à l'université, qui animent, en plus qui font des consultations et qui aussi animent des groupes thérapeutiques. Et puis toute une série d'ateliers destinés à gérer le stress, les émotions, voilà, l'anxiété. Et parmi eux, donc, on a décidé, donc il y a 5 ans, d'introduire une découverte, de proposer aux étudiants une découverte de ce que c'était que la pleine conscience. Voilà, donc ça vient au sein d'un dispositif, hein, ce n'est pas la seule réponse de prévention. On fait aussi de la sophrologie, on propose aussi de différents ateliers de gestion des émotions, de relaxation, etc. Mais c'est un des piliers de ce dispositif. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse biographique. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce il y a 5 ans, qu'on mette en place ce programme d'initiation à la pleine conscience? C'est parce que moi-même, j'ai été sensibilisé à ce sujet il y a déjà plus de 15 ans, presque 20 ans, quand je travaillais beaucoup à l'étranger et surtout dans le milieu anglo-saxon, où le mindfulness a été particulièrement développé. C'est ce que nous expliquait Thierry Cardozo avec John Kabat-Zinn. Et donc, j'en ai entendu parler à un moment où on n'en parlait pas trop en France, en fait, et grâce à des médecins anglo-saxons. Et donc, quand je suis revenu ensuite en France, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai essayé de mettre en place aussi ce type de programme pour la santé au travail, en fait, et le bien-être au travail. Et c'était des programmes assez innovants et j'ai pu voir à quel point ça fonctionnait bien. Donc, quand je suis arrivé devant ce nouveau public pour moi qui étaient les étudiants, ça m'a semblé assez intéressant et essentiel, vu ce que je constatais de leur santé psychologique, de mettre ce type de programme en place. Voilà, donc ça c'est pour l'historique. Ensuite, je vous dis rapidement comment cette mise en place s'est faite. Donc, la difficulté, c'était de concevoir un programme pour ce public spécifique étudiant, pour qu'il y ait une attractivité, donc qu'ils se rendent compte que ça pouvait leur servir, ce qui n'est pas évident, car c'est un public qui est d'abord qui n'est pas très disponible, en tout cas qui a le sentiment, on parlait des perceptions aussi tout à l'heure, il a le sentiment d'être pas disponible, j'ai pas le temps, j'ai mes études, je peux pas prendre du temps pour faire autre chose que mes études. Donc ça, c'est un combat de tous les jours qu'on essaye de régler, parce que c'est un discours qui revient très, très souvent. Les étudiants aussi, les jeunes en général, sont assez versatiles, changeants. Ils ne sont pas toujours persévérants dans ce qu'ils entreprennent. Et donc, Thierry Cardozo nous disait tout à l'heure à quel point il y avait quand même une exigence pour la pleine conscience. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer, il faut suivre quand même une méthodologie précise. Et donc, la question, c'est voilà, comment attraper des étudiants pour un programme de ce type qui a un tel niveau d'exigence. Voilà. Et puis, dernier point, beaucoup d'étudiants me disaient, mais la méditation, ça ne marche pas pour moi, j'ai déjà essayé. Et puis, alors, quand on essayait d'aller plus loin, on s'apercevait qu'en fait, oui, ils avaient regardé quelques vidéos sur Internet, mais que ça ne correspondait absolument pas du tout au niveau d'exigence que nous, on réclame pour les programmes de pleine conscience. Et donc, c'est un petit peu aussi un problème. Il y a quand même un grand marché du développement personnel en ce moment. Voilà, donc on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est essentiel de mettre l'appui sur le type
de programmes de pleine conscience tels que Thierry Cardozo le décrivait, comme le MBSR, qui sont des choses absolument scientifiquement étudiées, qui sont extrêmement codifiées et qui sont donc qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc le challenge, c'était ça, c'était de mettre en place quelque chose qui soit sur un format acceptable pour les étudiants, tout en gardant une éthique par rapport à ce qu'on voulait faire en termes de qualité de formation. Et voilà, et trouver bien sûr quelqu'un pour animer ces ateliers. Donc pour nous, les ateliers, ça s'est tout de suite présenté comme des initiations à la pleine conscience. Donc il n'était pas question de faire des programmes MBSR parce qu'on ne peut pas mobiliser des étudiants sur 8 semaines de façon intense et régulière. Donc notre objectif, c'était d'éveiller l'intérêt pour cet outil, pour faire bien sentir les bienfaits potentiels sur le stress et sur les anxiétés des étudiants, leur faire comprendre aussi la puissance de cet outil, et puis grâce à peut-être quelques étudiants accrochés, pouvoir transmettre ça, en faire un peu des ambassadeurs auprès de leurs pairs. Voilà. Donc, en pratique, on a mis en place des ateliers d'1 heure hebdomadaire, entre midi et 2 heures, animés par une psychologue instructrice MBSR, Brigitte Quignon, qui a été vraiment une pionnière dans notre entreprise. Et on a décidé que ce soit des ateliers ouverts, c'est-à-dire que c'était pas sur inscription, c'était ouvert, donc les étudiants venaient ou ne venaient pas. En parallèle, on a créé ce qu'on appelle une UEO, une unité d'enseignement optionnelle, ouverte aux licences première année, toutes filières confondues, et qui était en fait un programme qui s'intitulait Santé et bien-être étudiant, de 15 heures de cours. Dans ces 15 heures de cours, 3 heures étaient consacrées à la pleine conscience, et là encore, à l'initiation, à faire comprendre ce que c'était que la pleine conscience pour attirer ensuite les étudiants sur des programmes peut-être plus longs. Voilà. Donc tout ça s'est déroulé pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et puis ensuite est arrivé le Covid. Et là, on a continué en fait, mais via un programme un peu qu'on a créé. On parlait de flexibilité tout à l'heure, qu'on a créé en visio. Et donc, l'animatrice et instructrice MBSR a accepté de faire de continuer à faire de façon hebdomadaire des initiations à la pleine conscience de 30 minutes seulement, pour qu'il y ait une attention quand même soutenue, et qui ont très bien marché en fait. Voilà. Dernier point, un point budgétaire, en fait, parce que ça coûte de l'argent aussi. Et on a un peu tiré la langue les 2 premières années parce qu'on était en recherche de financement ne serait-ce que pour payer l'instructrice. Et heureusement, depuis 2 ans, nous bénéficions de la CVEC, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la contribution à la vie étudiante, et qui est une partie de l'argent qui est récolté dans les droits d'inscription et qui est fléché santé et culture. Et depuis cette date-là, nous n'avons plus de problème budgétaire, et on en est bien content. Voilà, alors je termine très rapidement pour vous donner une évaluation. En fait, l'évaluation est extrêmement difficile, l'évaluation en tout cas en termes qualitatifs, puisque c'est très difficile de connaître l'impact qu'ont pu avoir ces cours sur les étudiants, les ateliers sur des étudiants qui étaient changeants. Il y avait toujours un noyau qui venait régulièrement, mais sinon, il y avait toujours 10 à 12 personnes par atelier, mais ce n'était pas toujours les mêmes. Donc, c'est très difficile. Alors, on a créé des questionnaires de satisfaction qui étaient très, très, très positifs. Par contre, il est impossible de vous dire quelle a été l'efficacité en termes de gestion du stress pour ces individus qui ont participé. Et en termes de quantitatif, comme je vous le disais, c'était plutôt décevant.
En même temps, on sait que, encore une fois, le public étudiant est difficile à capter. Mais voilà, jamais plus de 10-12 personnes, que ce soit en présentiel ou en vidéo. Et nos orientations actuelles, eh bien, on reprend du présentiel maintenant et on va changer un peu notre fusil d'épaule. On va faire des séances plus longues, d'1h30, tous les 15 jours. Voilà, et plutôt en fin de journée, pas entre midi et 2h, qui était quelquefois peut-être un peu difficile pour les étudiants. Donc, on va avoir un programme un peu plus structurant. On va continuer cet enseignement qui a beaucoup de succès sur la santé et le bien-être étudiant. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais qui regroupe, c'est ouvert à peu près 80 étudiants et c'est toujours plein, quoi. Il y a plus de demandes que d'offres. Et enfin, on a commencé un travail de fond avec la filière psycho de l'université, dans laquelle on va introduire davantage d'enseignements sur la pleine conscience et on va lancer à peu près 2 formations MBSR, donc exactement telles que les a décrites Thierry Cardozo, 2 formations MBSR par an, une au premier semestre, une au deuxième semestre. Voilà. Destiné à tous les étudiants qui le souhaitent. Il y aura sûrement beaucoup d'étudiants en psycho, mais ça sera ouvert à tous les autres étudiants. Voilà un peu mon retour d'expérience. Merci beaucoup du coup pour votre témoignage de l'adaptation du programme MBSR qui illustre bien les propos de Thierry Cardozo. Du coup, il nous reste 3 petites minutes. Je vous propose si vous voulez, donc pareil, comme tout à l'heure, poser quelques questions dans le chat. Les questions auxquelles les intervenants n'auront pas pu répondre donc, seront envoyées aux différents intervenants et les réponses seront mises en ligne sur le site du DRAPS. Donc, n'hésitez pas à profiter des quelques minutes qui nous restent pour poser vos questions. Et il y a eu une question, du coup, Dr Fier, tout à l'heure, donc elle a été posée à Thierry au moment de son départ et qui vient d'être reposée. Une question qui concerne la formation. Où est-ce que, du coup, les personnes peuvent se former à ce type de programme? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer? Alors oui, enfin, en fait, il y a assez peu de personnes habilitées à dispenser ce type de formation. Donc, dans le Gard, enfin, en tout cas à Nîmes, on a un peu de chance parce que ça a été on a eu une des pionnières du MBSR, voilà, Madame Soulet, qui a lancé ça il y a déjà très très longtemps à Nîmes et qui a des élèves qui ont été formés. Donc en fait, il faut suivre les formations qui, en général, c'est assez bien. Je pense que si vous allez sur Internet, formation MBSR, il y en a à peu près, oui, en tout cas à Nîmes, j'en connais, il y en a au moins 4 ou 5 par an. Voilà. Et après, on peut bien sûr les organiser en fonction de la structure qu'on a, proposer à des formateurs, formatrices de venir faire pour son association, pour sa structure, pour son entreprise, une formation MBSR. Mais donc, c'est 8 semaines. Donc, je l'ai faite, j'ai oublié de le dire dans mon petit côté biographique, mais j'ai fait la formation de 8 semaines MBSR, donc, qui est formidable, que je recommande. Mais voilà, ça prend quand même beaucoup de temps, mais il y en a. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on complète les informations peut-être sur le site du DRAPS parce qu'il est temps de clôturer cette matinale. Merci encore, Dr Fier, pour votre participation. Merci à tous pour votre participation, vos questions posées dans le chat. On vous fera parvenir donc dans l'après-midi un mail avec du coup le lien vers la bibliographie et donc vers le site du DRAPS et une courte évaluation donc à remplir donc par rapport à votre participation à cette matinale. Vos retours nous sont précieux, donc merci par avance de votre contribution. Au revoir à tout le monde et je vous souhaite du coup de passer une très belle journée. Merci encore. Au revoir.